Effectivement, parce que la semaine dernière a été une semaine assez folle, assez dingue, du point de vue de la question des violences policières. Ça a été d'une densité vraiment incroyable, notamment, ouais, pas de problème, notamment pour une famille que toi tu côtoies régulièrement, Louis, qui est la famille El Khalfaoui. Mais c'est vrai que on a entendu parler de Sélé qui avait disparu, puis réapparu. Bref, il y a eu tout un tas d'événements. Et justement, tu es là pour déjà mettre tout ça dans un contexte, dans le contexte de l'affaire Souheil El Khalfaoui, Allah yarhamou, qui a été, je le dis et j'assume mes propos, qui a été assassiné en août 2021, j'ai pas la, le 4 août 2021. Le 4 août 2021, Allah yarhamou, paix à son âme. Et donc je le dis et j'assume ces propos, qui a été assassiné par un policier ce jour-là d'une balle dans le cœur. Et voilà, il y a tout un engrenage judiciaire à Marseille. À Marseille, dans le quartier de la Belle de Mai. Ouais. Et aujourd'hui, donc tu vas remettre le contexte. C'est ça, bah on va présenter... Il y a France qui dit, bon, laissez parler maintenant, ça je vous jure, après j'arrête. Et puis justement nous amener aux événements de la semaine dernière. C'est ça. Vas-y, excuse-moi. Alors, peut-être que le plus simple, ce serait de commencer par un résumé des faits, de manière très succincte. On reviendra sur le fond plus tard. Mais en effet, Souheil, c'est un jeune de 19 ans qui meurt d'une balle dans le thorax pour un refus d'obtempérer, la balle tirée par un policier, à Marseille, dans le quartier de la Belle de Mai. C'est une affaire, très compliquée pour une diversité de raisons qu'on abordera plus tard, avec une procédure assez abracadabrantesque. Des faits difficiles à établir, surtout quand l'enquête est faite de manière au moins lacunaire, si ce n'est avec des volontés de dissimulation. Et voilà, et donc en effet, la famille a reçu il y a maintenant 3 semaines une lettre, un courrier de la nouvelle juge d'instruction qui explique que fin août 2024, donc il y a bientôt un an, l'ancien juge d'instruction en exercice, chargé du dossier, avait envoyé un mail en interne pour retrouver les scellés. Donc les scellés, globalement... Pour indiquer qu'il ne les retrouvait pas d'abord. C'est ça, oui, voilà. C'est-à-dire que... mais ça, j'y reviendrai... après, en gros, les scellés, globalement, c'est tous les éléments de preuve qui... Les pièces du dossier, quoi. C'est ça. Et que lui ne les retrouvait pas. Et que donc il a missionné et envoyé un courrier pour les retrouver. Chose qui n'a pas abouti, dans la mesure où on reçoit donc un courrier de la juge d'instruction qui nous explique que les preuves, les scellés sont toujours absents, parmi lesquels les vidéosurveillances, la première audition du policier tireur et notamment la balle, ce qui est quand même symboliquement fort. Donc la balle qui a été extraite de son cœur. C'est ça. Tu sais, il faut dire les choses. Ouais. Moi, j'ai une règle, tu vois, quand on parle des violences policières, on dit les termes. Et on peut de revenir sur l'affaire, parce que les gens ne connaissent pas. Ouais, bien sûr. Ben, ça, c'est ce que... là, je donne en gros le contexte global. Qu'est-ce qui fait qu'on en parle aujourd'hui ? Et voilà, donc nous, on reçoit ce courrier-là. Et là, compliqué. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait parce que là, fatalement, on ne peut pas se fier à la justice, à une instruction, honnête, impartiale, qui est censée respecter le principe de célérité de la justice. Et donc, la famille, dans sa détermination et le courage qui la caractérise tant, a cherché des relais, donc la presse, journalistes, médias, politiques. Et on a abouti donc à une question au gouvernement posée par, en premier lieu, Manuel Bompard, puis Hendrik Davy, à Darmanin, député de la France Insoumise. Et député Europe Écologie Les Verts. Europe Écologie Les Verts, d'accord. Suivi d'une conférence de presse. Donc je crois qu'on a les vidéos de la conférence de presse. Tout à fait. Alors c'est les 2 premiers. Alors je ne sais pas si c'est Olivier ou quelqu'un d'autre qui maîtrise le... Voilà, c'est Olivier. Donc les deux extraits, s'il te plaît. Voilà, tout à fait. Merci Olivier.
Une impossibilité de faire notre deuil, une violence institutionnelle qui ne dit pas son nom, une vérité qu'on retarde, une justice qu'on maquille, une mémoire qu'on efface. Et face à cela, je n'ai plus que mes mots, mes questions, ma détermination. Alors oui, aujourd'hui je suis fatigué. Fatigué d'attendre, fatigué d'espérer, fatigué de me battre contre un mur d'indifférence. Mais je continuerai. Parce que ce combat, ce n'est plus seulement pour Souheil, c'est pour toutes les familles à qui on refuse la justice. C'est pour tous les morts sans vérité, c'est pour rappeler que l'état de droit n'est pas une faveur, c'est un droit. Et tant que ce droit sera bafoué, je ne me tairai pas. Ce qu'on nous inflige. Violence. Un tir dans le cœur de la police sur mon neveu de 19 ans pour une marche arrière. Violence. Une intervention des pompiers trop longue de 11 minutes parce que les secours sont appelés par les voisins, ignorant la présence d'un blessé par balle. Et que TFX, qui fait un reportage intitulé « Marseille sous haute tension », se pointe avec des journalistes embarqués. Violence. Lorsque mon frère et ma belle-sœur sont appelés par un passant qui récupère le téléphone de Souheil pour dire qu'il a été amené à l'hôpital et que durant 3 heures, ils font tous les hôpitaux de Marseille pour enfin découvrir qu'il a été amené au premier hôpital visité, que l'info de sa mort, ils la découvrent sur une brève de la Provence, sur leur téléphone, et qu'un commandant de police sort avec le médecin pour leur dire qu'il prend le temps de venir leur parler alors qu'un policier est entre la vie et la mort parce que Souheil lui a foncé dessus. Alors, juste pour contextualiser un tout petit peu, donc là on vient de voir Issam, donc le père de Souheil El Khalfaoui, et Samia, qui est la tante, donc la sœur d'Issam. Voilà. C'est ça. Et donc ils étaient à l'Assemblée nationale et ils donnaient une conférence de presse avec un certain nombre d'élus. C'est ça, qui a réuni tous les partis de gauche, donc du PS à LFI en passant par le PC et les Verts. Avec une représentante de la Ligue des droits de l'homme. Oui, exactement, et notamment un sociologue. Voilà. Donc, ce qu'on a vu là, c'est dommage qu'on n'ait pas la fin, mais en gros, c'est que sur les faits. Il aurait fallu laisser un petit peu. Non, juste sur Samia, mais en fait, on va revenir sur les faits rapidement. Donc, en fait, Souheil est au croisement de la rue Bonardel et de la rue Jourdan à Marseille, dans le quartier de la Belle de Mai, un des plus pauvres d'Europe, si ce n'est le plus pauvre. En face de la caisse d'épargne, il attend un ami qui est parti retirer quand un fourgon de police se place en parallèle à son niveau et procède à un contrôle. De là, Souheil venait d'acquérir le véhicule, n'avait pas le permis et donc contrôle. Les policiers l'informent que le véhicule va partir en fourrière. De là, lui amorce une marche arrière, touche. Et on reviendra après sur vraiment l'idée qu'il a touché un policier dans sa marche arrière. Marche arrière durant laquelle, une fois dégagé du fourgon, il se fait tirer dessus par le policier. Quand tu dis dégagé du fourgon, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on va y revenir après, mais en gros, il fait sa marche arrière. Romain Devassine, le policier, lui tire dessus et lui finit sa course en s'encastrant dans un mur de la rue Jourdan. Donc globalement, il décrit un arc de cercle. Voilà, de là, pour encore plus se complexifier l'affaire, lui ne meurt pas sur le coup, mais meurt des suites de ses blessures quelques instants plus tard. Pour revenir très rapidement sur la procédure, donc on a une enquête, l'IGPN qui est saisie du soir même du chef d'homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, si je ne m'abuse. Et l'enquête, après avoir auditionné les policiers dans des circonstances sur lesquelles on reviendra plus tard, aboutit à un usage conforme de l'arme administrative, donc de l'arme du policier, à l'article L435-1 du Code de sécurité intérieure, sur lequel on reviendra également. Voilà, c'est ça globalement. Et le dossier est une première fois classé sans suite par le procureur André Ribes en décembre 2021. Et je précise André Ribes parce qu'on verra après dans les grosses lacunes de l'enquête. Mais c'est notamment lui qui s'était déguisé en policier et avait assisté en live à la mort de Zineb Redouane, à Marseille toujours.
De là, une fois qu'un dossier est classé sans suite, la famille peut demander à accéder au dossier. Ouais. Non, juste une chose, parce que je vois sur le chat qu'il y a Escargoug qui a lancé un raid de 143 personnes. Donc, on salue chaleureusement les amis d'Escargoug. Vous êtes les bienvenus. Et là, actuellement, on est avec Louis, qui représente la famille et les proches de Souil El Khalfaoui, qui a été tué par un policier en août 2021. Donc vraiment, bienvenue à vous et j'espère que vous allez rester avec nous pour écouter. Voilà, excuse-moi Louis. Sans souci. Donc je disais, suite au classement sans suite de décembre 2021, soit 6 mois après les faits, la famille dépose plainte, demande pour accéder au dossier. Donc on a un premier bris des scellés, c'est-à-dire que le procureur prend les scellés, voilà, et les rend accessibles. Et donc suite à ce premier bris de scellés, donc du 27 janvier 2022, oui, on a une consultation des scellés qui est organisée avec la famille le 2 février. Or, une fois que Issam et son conseil se présentent dans le bureau du procureur pour consulter les 10 scellés, soit les fichiers sont corrompus, soit absents. Ce qui mène à une première enquête interne dans l'IGPN qui finalement retrouve les dossiers, fait des copies, toute une affaire pour finalement pouvoir assister au visionnage du lendemain. À ce moment-là, la famille aura des copies, donc des vidéos. Et voilà, à ce moment-là, le dossier est de nouveau ouvert par la procureure Lorenz. Et c'est là où on aura les problèmes après, qui ne remet pas les scellés sous scellés, mais les garde dans son bureau. Plus tard, donc en octobre 2022, on a le juge d'instruction de Firmas qui est désigné. Donc ce juge-là, c'est un ancien commandant de sous-marins nucléaires qui déclare à la famille qu'il ne croit pas au fait que l'IGPN puisse protéger les policiers, bref, un bon esprit corpo. Et voilà. Et en fait, ce juge-là va poser divers problèmes, notamment en refusant, par principe, toutes les demandes d'actes que va faire la famille. Donc une demande d'acte, en gros, c'est demander d'auditionner des témoins, de procéder, par exemple, à une reconstitution, tout ça. Tout ça pourra aboutir en juillet 2024 à une demande de placement sous contrôle judiciaire du policier-tireur Romain Devassine, à laquelle répond le procureur, qui elle du coup requiert, sur demande du juge d'instruction, qui elle requiert un placement sous statut de témoin assisté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que statut de témoin assisté, dans le cadre d'une affaire au pénal, c'est le statut le plus favorable. C'est pas un contrôle judiciaire, c'est pas une mise en examen, voilà. Elle lui est accordée par le juge d'instruction de Firmas. Et voilà, lui, finalement, une semaine plus tard, il est muté à Pointe-à-Pitre, donc plus de dossier pour lui. Et en fait, après ça, donc, il y a un interrogatoire de première comparution qui est fait juste avant que le juge d'instruction soit muté. Puis, nouvelle juge d'instruction désignée, on arrive donc au fameux courrier de début juin, qui nous apprend qu'en fait, les scellés ont été perdu depuis janvier 2022, donc depuis quand Lorenz récupère les scellés. Donc les scellés, ils sont perdus depuis septembre 2022 et on ne l'apprend que en juin 2025. C'est ça. Et le plus scandaleux en fait dans l'affaire, c'est qu'on a donc un juge d'instruction, une procureure qui décide du placement sous statut de témoin assisté d'un policier accusé de meurtre et qui font tout ça sans avoir consulté les preuves à aucun moment. Et juste une question. Là, aujourd'hui, Romain donc, Devassine, il exerce. Ouais. Il a le droit de porter une arme. Ouais, tout à fait. Il a été muté, il a changé de commissariat, mais en effet, il exerce toujours. Je crois que c'est vraiment ce qu'on peut appeler il est non seulement témoin assisté, mais il est même policier assisté, quoi. Je veux dire, il est assisté jusqu'au bout. Il est même carrément assisté. Même. Il est soutenu. Il est soutenu. Il est accompagné. C'est incroyable. C'est incroyable. Justement, la procédure est particulièrement clémente avec lui. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, pour faire vraiment le dénouement de tout cet aspect procédural, il a fallu que la famille, parce
parce que ça a été, entre le moment où on a reçu le courrier et la conférence de presse, ça a été éreintant, beaucoup de travail, peu de sommeil, beaucoup de coups de fil d'organisation, tout ça. Et donc il a fallu poser des questions au gouvernement, particulièrement à M. Darmanin, garde des Sceaux, pour qu'en 24 heures, les scellés soient retrouvés dans le tiroir du juge d'instruction. Donc en fait, les scellés ont circulé d'un bureau à l'autre pour finalement se retrouver dans le tiroir du juge d'instruction qui les avait demandé à la base. Et bref, c'est totalement... C'est magique, c'est les scellés magiques, comme dans les Mille et une Nuits qui apparaissent, qui disparaissent. C'est ubuesque, on peut dire que c'est ubuesque. Complètement, oui, c'est ubuesque. C'est comme dans les Mille et une Nuits, ça apparaît, ça disparaît, il y a un coup de baguette magique, hop, ça revient. C'est incroyable, ça. Et en fait, ça veut dire qu'ils avaient disparu pendant 3 ans. C'est incroyable. Quand on les a déclarés disparus, elles ont réapparu en... Entre le moment où la nouvelle juge d'instruction informe la famille, il s'est passé, l'espace de un peu plus de 3 semaines pour retrouver les scellés. Hallucinant. Voilà. Vous allez voir qu'elles vont encore disparaître. Non, là, on n'espère pas. Cette fois-ci, on n'espère pas. Parce qu'en fait, ce qui est important vraiment, c'est qu'au moment donc en janvier, quand ces scellés disparaissent, c'est l'entièreté des scellés qui disparaît. C'est-à-dire c'est 9 scellés, ce qui est phénoménal en fait. C'est l'ensemble des preuves du dossier, des éléments du dossier qui disparaissent. Et donc on espère que c'est fini. Certains diraient qu'il y a manifestement volonté que la chose judiciaire ne se fasse pas. C'est ça, mais en fait, et du coup, ça pose la question. La question, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui gêne tant, en fait, dans cette affaire-là pour qu'il y ait autant de manœuvres dilatoires? Parce que, comme je vais l'expliquer, c'est pas... manœuvres dilatoires? Oui, excuse-moi. Ne nous perds pas. De volonté de retarder l'instruction et de prendre du retard, en fait, sur vraiment des manœuvres plus que dilatoires. Parce que là, au final, c'est 1 an d'instruction, en fait, qui ont été perdus. On pourrait dire dans fumade. Et ce qui est le plus, de manière très ironique, génial dans cette affaire, c'est que dès le début, en fait, on a eu des problèmes. C'est-à-dire que lorsque le procureur Ribes est saisi du dossier, donc le meurtre, tout ça vient d'avoir lieu, il donne pour ordre à l'IGPN d'auditionner libre de Wassym, donc le tireur, en dernier. C'est-à-dire après l'audition de ses 2 collègues, finalement, il sera lui auditionné le 6, ses collègues le 5, pas de placement en garde à vue. Donc les 3 auditionnés libres avec un risque de concertation tellement évident qu'en fait ils se sont téléphonés entre-temps. Et on a les preuves de cela. Voilà. Oui, alors sur le fait qu'ils aient téléphoné, ça apparaît sur des scellés, tout ça, c'est sur des petits laps de temps, mais enfin, on imagine très bien aussi, un supérieur faire la navette, tout ça. Donc, enfin, il n'y a aucune précaution qui a été prise dans ce dossier. En fait, c'est d'autant plus grave que dans le dossier, donc là, je suis désolé, je vais faire le juriste 2 minutes, mais la CEDH, récemment, dans l'affaire d'Angelo Garant, a jugé qu'en fait, c'était une des conditions de, on va dire vulgairement, de probité de l'enquête, que de placer un policier, en l'occurrence, dans l'affaire d'Angelo, c'était un gendarme, en garde à vue. Et chose qui n'a pas été réalisée. Donc c'est vraiment une enquête qui est menée de A à Z, n'importe comment. Donc je passe sur les PV falsifiés. Alors moi je dirais pas n'importe comment, qui est menée dans le cadre d'un système, intégralement, j'allais dire, autoritariste et brutal. C'est-à-dire que l'État va toujours se placer par essence du côté du policier. Mais ce que même dans des cas d'action les plus, les plus folles, les plus matériellement inacceptables, l'État va quand même se Oui, tout à fait. En fait, ce que révèle cette affaire, et c'est pour ça que c'est important qu'elle prenne aujourd'hui la place qui lui est due, son côté symbolique, en fait, c'est qu'on voit vraiment la collusion, pour pas dire la corruption de toute la chaîne pénale, en fait. C'est-à-dire que ça va des policiers à l'IGPN jusqu'au parquet. Et donc, en fait, la famille, globalement, ils sont mal tombés parce qu'ils sont tombés sur une famille, au caractère admirable et qui ira jusqu'au bout. Mais c'est David contre Goliath, en fait. Parce que c'est énormément de sacrifices quand on n'est pas avocat. Tu parlais de procès-verbaux falsifiés aussi ? Ouais, en fait, il y a eu énormément de problèmes sur les procès-verbaux, des irrégularités sur l'extraction de fichiers en interne. Je passe sur la réalisation de schémas sur la base d'auditions signées par des témoins, mais où les schémas ne représentent pas du tout ce que les témoins ont dit. Mais finalement, un des dossiers les plus graves, c'est que final, et c'est pour ça que c'est une affaire particulièrement complexe sur l'établissement des faits, c'est la question des vidéos. Parce qu'en fait, il n'y a pas de vidéo de caméra surveillance de la ville qui a filmé réellement l'affaire.
Ouais. Je crois qu'il y avait une vidéo d'une banque vidéo de la caisse qui n'a pas d'épargne. été extraite. C'est ça. Et en fait, il y a une vidéo. Donc, comment dire, faut savoir quand l'IGPN réalise l'enquête, ils demandent l'ensemble des vidéos après que d'ailleurs l'enquêteur se soit entretenu avec la banque. Et on comprendra l'intérêt de cette information après. Demande l'intégralité des vidéos. Finalement, des vidéos extérieures qui filment les DAB, tout ça, il n'y en a qu'une seule qui est réellement pertinente, qui est en fait une caméra cachée dans une vis et qui filme en fait une partie de la scène. Et en fait, cette caméra-là, elle est sujette à beaucoup d'interprétations parce qu'en fait, elle filme un bout de la scène dans laquelle on voit le fourgon, un policier apparaît derrière le fourgon avant de repartir devant. Et en fait, c'est la seule captation vidéo de la scène qui ne permet en fait d'établir rien sur cette seule base-là. Et donc, du coup, là, on est censé sur une qualité, une vidéo d'une qualité assez basse. C'est une vérité partielle. Ça me fait penser, tu vois, c'est une affaire qui a eu lieu le même mois. Août 2021, l'affaire Nordine Émeric, tu vois, où selon les caméras, en fait, on peut avoir, en fait, chacun peut, j'allais dire, exploiter. Et c'est vrai que, du coup, si tu enlèves les caméras et que les seules qui restent, elles sont plutôt dans le mauvais sens pour nous, on va dire. Ça porte vraiment. Non, mais ça nous amène à nous demander, mais comment du coup. Pourquoi ont-elles disparu les autres? Ouais, bien sûr. Mais en fait, parce que peut-être elles montraient des éléments qui étaient. Mais en fait, c'est d'autant plus flippant que même parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule une seule caméra qui a pu filmer l'intégralité de la scène, qui est la caméra donc des convoyeurs, mais qui dans une note interne de la caisse d'épargne avec son son sous-traitant de la surveillance. Il y avait des convoyeurs qui étaient là sur place. Non, c'est une caméra qui est fixée au-dessus. Si par exemple vous allez sur Maps, vous voyez la caméra au-dessus de l'entrée de la porte, qui elle a filmé l'entièreté de la scène, mais qui doit faire l'objet d'une demande explicite, etc., qui n'a pas été faite. En combien de temps n'a pas été faite? Et en fait, il y a eu une demande immédiate du lendemain d'extraction des vidéos. Après, je rappelle un entretien du brigadier de l'enquêteur avec la caisse d'épargne, qui ne demande pas cette vidéo-là. Et il les consulte 13 jours plus tard. Donc, encore une fois, sur la notion de célérité, de vitesse de rendre justice, on n'est pas au top. Et au final, il ne s'inquiète pas du fait que cette caméra-là soit absente. Et en fait, le truc, c'est que la loi oblige le sous-traitant, après 30 jours, à supprimer les vidéos. Donc en fait, ces vidéos-là sont perdues et on n'a aucun moyen d'établir avec certitude les faits. En vérité, c'est là où on arrive dans je me permets juste un truc, c'est une réflexion comme ça. Ça me révolte, mais à un point, c'est-à-dire de se dire qu'il y a des vidéos. Donc pendant 30 jours, toutes ces personnes-là qui sont allées travailler, les responsables de la banque, la police, tout le monde, savaient très bien que, voilà, ils connaissent très bien les délais, etc. Et tu vois, et tu te dis, personne, excusez-moi d'être grossier, mais se bouge le cul pour qu'on puisse avoir tous les éléments qui permettent d'établir la vérité. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire... Voilà, le policier a tiré, il a tué, peine de mort, tu vois, ou 30 ans, ou réclusion... On demande une justice, donc avec un procès, etc. Et là, on se dit que ces gens-là, et c'est souvent le cas dans la police française, ces gens-là, ils font tout pour que la vérité ne puisse pas jaillir. Et c'est ça qui est révoltant et qui donne la rage. Ça qui donne la rage. Mais laisser tous les éléments être j'allais dire, évoqués, être disposés au regard de tout le monde et que la justice soit faite, bordel. Excuse-moi, pardon. Ouais, non, tout à fait. Et c'est, en fait, la lutte de la famille, c'est de pouvoir établir les faits. C'est une lutte pour la vérité. C'est pas de dire, mon enfant était un ange, etc. La question n'est pas là, en fait. C'est, on a le cas d'un policier qui a tiré. Sinon, il y a la justice populaire, tu vois. Et que la justice ne fait pas le taf pour établir la vérité. Et le problème, c'est que ce qui est particulièrement inquiétant dans cette affaire-là, c'est qu'en fait, on a une enquête totalement bâclée de la part de l'IGPN qui fait à peine une enquête de voisinage. Et en fait, tous les témoins qui ont été auditionnés l'ont été par la détermination de Samia Issam, de la famille, qui sont allés chercher eux-mêmes les témoins, qui ont fait... c'est eux qui ont mené l'enquête, en fait. C'est incroyable.
Et voilà, et ce qui est particulièrement, encore une fois, inquiétant, c'est que lors du classement sans suite, en fait, l'IGPN ne se base que sur les déclarations des policiers. Et maintenant, donc il y a d'autres enquêtes qui ont été faites, tout ça. Et rappelons aussi que l'IGPN n'est pas indépendante. Et que dans les demandes un peu des politiques, il y a la demande d'une création d'une instance de régulation et de contrôle de la police qui soit indépendante, pas comme c'est-à-dire que c'est comme si on était jugé parti, quoi. Il faudrait une instance parlementaire, en fait, constituée de différents partis et éventuellement tournante, mais en tout cas, il y a moyen pour qu'il y ait effectivement une instance de contrôle. Mais je disais, tu disais qu'il y a d'autres enquêtes qui ont été faites ? Ouais, ça, en fait, il y a, c'est des enquêtes, commissions rogatoires, tout ça. Donc, c'est une accumulation de documents qui fait donc le catalogue de toutes les auditions, tout ça. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, et c'est là où on arrive un peu au fond, c'est que on a des témoignages des policiers qui, s'ils ne sont pas totalement contradictoires, sont au moins très fortement imprécis sur la place de tel et tel policier à tel endroit, ce qui a été dit, ce qui a été fait, tout ça. Et on a des témoignages de témoins, habitants du quartier ou passants, 3 particulièrement, qui ont des témoignages concordants, qui voient la scène juste avant et juste après, juste après le tir, et qui témoignent globalement de la même chose, à savoir que le policier, qui était entre donc le fourgon et le véhicule de Souheil n'est pas tombé, n'était pas en danger. Donc il n'a jamais été entre la vie et la mort. C'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la déclaration des policiers, donc le tireur notamment, ou le chef de brigade qui était lui pour le coup sur le trottoir, donc pas du tout entre les deux véhicules, dit qu'il a vu, dit qu'il a vu le policier blessé disparaître sous la voiture, l'autre dit qu'il a tiré parce qu'à ce moment-là, il a vu son collègue entre la vie et la mort, c'est-à-dire les pieds sous les roues de la voiture, etc. Ce qui est vrai, c'est que Souheil a touché ce policier-là dans sa marche arrière. En effet, il y a des traces de pneus sur le pantalon, mais si je vous montrais les photos des dites blessures, c'est ridicule. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une abrasion, qui, je pense, en elle-même suffit à parler, qui part globalement du genou pour aller vers la cheville et qui décrit parfaitement le mouvement d'une jambe debout qui est frottée par une roue en marche arrière. Lui, il dit avoir eu une sensation de brûlure sur le pied, que ses pieds étaient sous la voiture, que la voiture lui a roulé dessus, tout ça. Et il a eu le temps de dégainer, de tirer. Non, c'est son collègue qui a tiré. D'accord. Et en fait, il y a un problème à ce niveau-là, c'est-à-dire que si, par exemple, j'ai un conducteur qui fait une marche arrière et qui la continue, moi, si je lui tire dessus, la voiture ne va pas s'arrêter comme par magie, etc. In fine, la voiture continue sa trajectoire de base et le policier, il n'a pas les jambes écrasées, en fait. Donc, factuellement, cette théorie-là de la mise en danger de son collègue ne tient pas. Et c'est là où on arrive sur beaucoup de problèmes, c'est que, par exemple, il y a notamment un témoin qui témoigne avoir vu le policier dit blessé contre le fourgon et s'allonger une fois que la voiture s'est encastrée dans le mur. Et sur la première vidéo de témoin qu'on a, on voit en effet le dit policier qui est au sol, qui se roule par terre, qui crie, etc. Pour une abrasion, je rappelle. On me frappe. Ça me rappelle quelques souvenirs, n'est-ce pas ? Ouais. On connaît bien chez PDH. Et voilà. Et donc, en fait, on a d'un côté la version des témoins qui est concordante entre elles, qui met largement en cause les auditions des policiers qui sont totalement évacuées, et des auditions de policiers qui sont quand même assez différentes les unes des autres et qui, elles, sont prises pour argent comptant et suffisent à dire oui. Il y a une asymétrie, en fait, il y a une asymétrie absolue entre un témoignage de policier et on a vu souvent, notamment encore dans les affaires de Nordine, dans les affaires de la BAC, à Marseille également. Donc, tu te rappelles bien du procès, j'imagine. Ah ouais, je me rappelle très bien. Du procès Nordine, mais on se rappelle de la BAC qui a essayé de simuler, la balle de LBD. Tout à fait. On se rappelle de Naël, où il y a eu, on a couvert, puis ensuite on a... À chaque fois, il y a volonté... Le même schéma. Vibald. Oui, parce que ce qui est terrible, c'est qu'on a à chaque fois... D'abord, ce que tu dis, Louis, et les éléments que tu apportes sur des tentatives flagrantes de dissimulation montrent bien qu'il y a un sentiment coupable
de culpabilité. Parce que si l'affaire était si claire du point de vue des policiers, eh bien, une chose est évidente, c'est qu'on n'aurait pas eu, toute cette magouille, une véritable magouille, et cette affaire aurait été depuis longtemps traitée. Le fait qu'il y ait toutes ces tentatives, c'est bien qu'effectivement, il y a un problème. Il y a un problème, et ce problème, on le voit à chaque fois dans toutes les affaires, les dizaines d'affaires policières que personnellement j'ai connues, hein, les dizaines et les dizaines, des dizaines. À chaque fois, c'est la même chose, c'est tentative de dissimulation des preuves et tentative de protection des policiers mis en cause, avec, comme on disait, la participation de la justice. Parce que cette espèce, et tu as eu raison de le dire, oui, on a la justice qui... Alors, je ne veux pas incriminer tous les juges, mais trop souvent... Il y a une chanson qui disait la justice... trop souvent, on a immédiatement... Le dernier juge que j'ai vu avait plus de vices que le dealer de ma rue. C'est pas mal. Et Dieu sait que le dealer de sa rue, il en avait. Pas mal, c'est un beau rap. Et en tout cas, on a aussitôt ces juges qui viennent au secours de la police. Et il manque le troisième élément du triptyque, le politique. Hein, on a le flic, le juge et le politique. Hein, cette espèce de triptyque auquel toutes ces familles ont affaire. Ce fut le cas pour notre ami Amal Bentounsi, pour son frère, Allah Yahamo, Amin. À chaque fois, toutes les... Sans qui je ne serais pas ici. La force. Toutes les affaires... La force a un nom, Amal. Toutes les affaires ont le même schéma. Et ce qu'il y a de grave, c'est que ça fait, les amis, des décennies que ça dure. Moi, depuis la première grande affaire que je connais, c'est le policier Marchandon qui assassine délibérément Mohamed Dib dans le commissariat de Versailles. Mais quelle année? C'était au début des années 70. Ça devait être vers 71. Une affaire épouvantable, terrible, d'un sordide que vous ne pouvez pas imaginer. Ils l'ont abattu d'une rafale de pistolets mitrailleurs dans le commissariat. Ils l'ont d'abord rendu fou, ils l'ont d'abord insulté, de telle façon qu'il s'énerve. Il était très très fragile des nerfs. Hein, et c'était pour une simple dispute qu'il avait été amené. Et ils l'ont abattu d'une rafale de pistolets mitrailleurs. Le policier n'a jamais été inquiété. Et c'est épouvantable. Si vous tapez sur Google, vous allez voir les affiches même. Sa sœur, ensuite, souvent c'est les sœurs, hein, qui prennent en charge l'affaire. Cette affaire de Mohamed Dib, elle m'a marqué dès le début. C'est épouvantable. Et depuis, à chaque fois, c'est le même schéma, Justice, police, politique. Justice, police, politique. Ouais. Voilà, c'est ça la France d'aujourd'hui. Bah oui, tout à fait. Et donc, en fait, oui, il y a vraiment des grosses lacunes sur l'établissement des faits et on va dire une contorsion des témoignages, de la procédure. L'idée étant d'aboutir à un usage donc conforme du dit article sur lequel on reviendra. Il faut savoir que sur l'établissement des faits, la famille a procédé à une reconstitution de son côté avec l'ONG Index. Et on verra ça, il y aura certainement une communication qui sera faite plus tard à ce niveau-là, mais il y a un travail qui a été fait et la famille a réussi à établir une contre-version policière qui apparaît autrement plus crédible et vraisemblable, qui montre qu'en fait, à aucun moment, le policier ne s'est même retrouvé sous la voiture, à peine été touché, était hors d'état de nuire, et ce qui n'a pas empêché donc Romain Devacine de tirer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Romain Devacine est, une personnalité assez particulière, étant donné que la veille, le 3 août, soit il a déjà contrôlé, fait un refus d'obtempérer pour les mêmes raisons, et contrôlé par le même policier Romain Devacine. Il le connaissait alors. C'est ça, le reconnaît, ce qui justifie en fait le contrôle à l'origine. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que, et là pour le coup on va dire que les 4 témoignages concordent, c'est-à-dire des témoins qui étaient dans la voiture et des policiers, les policiers disent que en gros la voiture redémarre, qu'un des policiers était en avant, que soit il met un coup de volant dans sa direction avant de repartir, donc en gros il a si ce n'est voulu essayer, au moins menacé de tuer un policier, chose qui sera démentie par les témoins dans la voiture. Et les deux s'accordent pour dire que Romain Devacine a essayé de sortir Souheil de la voiture. Donc il faut imaginer une voiture qui redémarre et un policier qui, tel Superman, rentre dans l'habitacle pour sortir.
Donc on est quand même sur, je pense, quelqu'un qui a une grande confiance en ses capacités physiques. Excuse-moi, juste une question un peu, enfin un tout petit peu technique. Lui, c'est un agent, comment dire, comment on appelle policier stagiaire. Un policier stagiaire. Oui, d'accord. Non, police nationale. Non, national. National. Ouais. C'est pas une bac, quoi. C'est pas une bac. Et lui, il n'est pas titulaire. Il est en. C'est ça, il était stagiaire. Il est en formation, quoi. Ça a été agent il est en formation et il est porteur d'une arme administrative. Ouais. Incroyable. Mais ouais. Que ce soit des flics qui enquêtent des affaires de flics. Oui, ça c'est sur l'IGPN. Mais donc voilà, et ensuite pour les deux témoins dans la voiture, et c'est là où c'est assez concordant, elles disent que du coup le policier qui a procédé au contrôle de Vassine a tapé sur l'habitacle en signe d'énervement. Donc on est au mieux sur quelqu'un qui a plutôt du mal à gérer ses nerfs, au pire sur quelqu'un qui voilà, se prend pour Superman. Et donc qui voulait peut-être en découdre avec ça. une personne avec qui il le reconnaît le lendemain, il s'est dit ah tu vas je vais me le faire. Tu vas pas me la faire fois. Et je pense que tu te rappelles lors du procès de Nordine le passage de Fabien Jobard qui explique que, mais en fait de manière très logique, je pense on a tous fait du sport collectif etc. Quand on était plus jeune, on rêve de marquer le but qui qualifie tout ça, gagner la Coupe du Monde. Bah en fait, c'est pareil pour les policiers, c'est-à-dire que l'acte le plus héroïque fera ton CV. Et donc du coup, on est sur des policiers qui prennent des risques inconsidérés au risque en fait de tuer quelqu'un. Et je pense que l'élément psychologique ne peut pas être nié dans ce cas-là où le policier prend, comment dire vulgairement, le seum et règle ses comptes avec Souheil en lui ôtant la vie. En prenant de la hauteur, c'est l'ambiance politique qui est là aussi. C'est toute l'ambiance politique qui est créée. Cette espèce d'émulation où on pousse les policiers à ce genre de choses, soyez héroïques, avec cette histoire aussi de conservation même de l'arme de service en dehors. Donc ils sont dans une ambiance en permanence, ces policiers, voilà exactement. Nettoyer au Karcher. Voilà, ce sont les justiciers de la ville, justiciers dans la ville. C'est le titre d'un film. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'ils sont mis dans une condition telle. On n'est pas face à des policiers qui sont conscients de leurs limites, etc. Pas du tout. On a affaire à des policiers que l'on encourage même à être borderline. Et quand ils le sont, ils voient bien que finalement, ils s'en tirent pas trop mal en général. Quand on voit les affaires, c'est ça qui est terrible. C'est l'impunité, une relative impunité, pas totale. Et justement que le procès que Amal Bentounsi a intenté gagner, même si ça va pas de historique. C'est historique parce que c'est un des seuls policiers. Voilà, maintenant il y en a eu plusieurs depuis, mais en tout cas c'était peut-être le premier policier. Excuse-moi si je t'ai coupé, Youssef, mais condamné. Pour justement un crime policier sur une personne. Exactement. Et tu voulais oui, finir. non, mais c'est ça. Mais pour aller dans ton sens, il y a un excellent bouquin dont je recommande la lecture à tous de Paul Rocher qui s'appelle Que fait la police, qui lui revient sur l'idée d'emprise policière sur l'ensemble de la société et qui en fait décrit très bien ce que tu viens d'expliquer, Youssef, qui est en fait la théorie de la citadelle assiégée en fait, et où on va pas faire une théorie de la police aujourd'hui, mais globalement c'est un peu nous contre eux, il y a cet esprit corporatiste. C'est ça. Et en l'occurrence, cette société tient par un État de plus en plus autoritaire, etc. Et donc, fatalement, oui. Et puis voilà, donc on va, pour comprendre un peu l'armature du dossier, le fond, c'est vraiment l'article L435-1 qui sera donc à l'origine de la création du Code de sécurité intérieure. C'est ça, L435-1 du Code de sécurité intérieure qui régule l'usage des armes. Il y a dans le cadre de Souheil le dispositif qui est précisément énoncé, c'est le premier paragraphe, mais par exemple dans le cadre de Nordine c'était le 4e. Donc moi j'invite tout le monde à lire la loi. On peut l'avoir l'afficher sur l'écran peut-être, je sais pas si on... Petite recherche, Légifrance. Non, on l'a pas demandé. 2017. Pour revenir sur... je me permets je vais me faire engueuler, je sais, on va me dire ouais, il arrête pas d'interrompre et tout, mais je voudrais dire deux choses, que les gars, vous enchaînez et il n'y a pas de vide entre vos interventions. C'est trop, il y a une densité trop importante dans cette émission. Désolé. Et non, je plaisante, mais je voulais dire deux choses. La première chose, c'est que tout à l'heure, j'ai été pris par une émotion en voyant en fait Nordine à l'image. Pourquoi j'ai été pris de cette émotion? Parce que déjà, ça nous renvoie à son affaire. Au procès et aux séquelles, parce que c'est un homme, vous voyez, on le voit là, il est sur à la droite de l'image, et il a pris cette balle dans le corps.
La 8e, c'était pour Meryl, la pauvre, qui a perdu l'enfant qu'elle portait. Et lui, il a des séquelles donc, sur tout le côté gauche, tout son bras gauche, l'épaule, tout ça. C'est très, très... Enfin, il a été très traumatisé sur son... Voilà. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai été pris d'émotion. C'est qu'en fait, c'est l'injustice va au point que cet homme est actuellement incarcéré pour refus d'obtempérer. Il y a trop Et les deux policiers... je vais retenir mes mots parce que là, voilà, mais eux, ils vivent leur vie, voilà. Et ils ont été condamnés à du sursis. Donc jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de prison ferme. Et vraiment, voilà, grande injustice que ce soit lui qui doive croupir en prison. Voilà, donc si tu vois les images, Nordine, on te passe un grand salam, on t'embrasse très très fort. Et non, mais le gars, il fait preuve d'une force, d'un courage. Mais qui n'est même pas, j'allais dire, qui n'est même pas concevable. D'un sang-froid, parce que moi j'ai été en contact avec lui plusieurs fois depuis son incarcération. C'est lui qui te remonte le moral, quoi. Je te jure, c'est lui qui te remonte le moral. Le gars est d'une force incroyable. Et je voulais dire une deuxième chose, pardon. C'était par rapport à toi, Louis. C'est qu'au début, je t'ai même pas présenté, en fait. Pas plus que ça, en tout cas. Donc, ouais, parce que bien sûr, tu travailles aux côtés de Samia, notamment aux côtés d'Amal. Tu as participé à la campagne pour les législatives de Amal Bentounsi. Tu fais partie d'une team, la team du Nord, avec les frérots. Il y a les deux Yanis. Il y en a un quatrième, je crois, maintenant. On est plusieurs. Bon, bref, voilà, des étudiants qui viennent du Nord. Et donc, vous êtes étudiant en droit. Et toi, notamment, tu es étudiant en droit. C'est ça, exactement. En master ? En master 2, ouais. En master 2. Et donc, en fait, je crois que tu as l'envie de devenir avocat. C'est ça, ouais. C'est ça. Bon, après, on va pas... Voilà. Non, mais c'était juste... Non, parce qu'on l'avait pas fait au début. Oui, non, bien sûr. Non, mais on va dire que je suis là... tu l'aurais pas fait de toi-même. Mais on va dire que je suis là en qualité de juriste. Et je voulais te dire que depuis tout à l'heure, ton exposé, il est vraiment passionnant. Et voilà, merci vraiment de faire ce boulot. Non, mais merci de faire ce boulot. Ouais, j'ai vu. Faut le dire. Mais j'ai pu comprendre que il y a eu une sorte de cambriolage chez le père de... Ouais, c'est ça, exactement. Mais alors juste, parce que je voulais revenir sur un point rapidement, parce que tu disais très justement que il y avait une inégalité dans l'application des restrictions de liberté entre policiers et individus. Et c'est particulièrement vrai dans le cas de Romain Devassine, qui a pu parader au grand désarroi de la famille lors de la cérémonie des JO sur son BMX. Ah oui. Ouais. Et c'est parti de la cérémonie. Le tout habillé, c'est ça, et le tout habillé en Napoléon. Oh. Non, mais le niveau tout un symbole. Non, mais c'est vraiment incroyable, incroyable. Ça atteint une indécence, une obscénité, mais c'est incroyable. Ils n'ont aucun remords, ils n'ont aucun. Mais vraiment, c'est terrible, hein. Terrible. Voilà, exactement. Et c'est lui. Ouais, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Après avoir abattu Souil, 19 ans, à Marseille, un policier invité à faire un spectacle de BMX à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Je ne vois pas le reste. Tu peux lire, Chloé? Comment peut-on mettre en vitrine quelqu'un qui a tué un gamin alors qu'il y a une enquête en cours? Demande la famille des victimes. Ouais, je pense que ce niveau d'indécence... j'espère qu'il n'y a qu'en France qu'on peut voir ça, que les autres pays ne... Oui, alors... Parce que on est quand même dans un pays où un policier meurtrier peut devenir millionnaire et un autre paradé... C'est ça. Voilà, il paraît qu'il a été muté... le policier qui a tué Naël, il paraît qu'il a été tué comment il a été muté? Il n'a pas été tué. Hein. Il a été muté au Pays Basque et qu'il a son pactole en plus. J'ai pas suivi. C'est ce que quelqu'un écrivait là. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'est 1 600 000 €. C'est ce genre de choses. Alors moi, je m'étais laissé dire que normalement, il n'avait pas le droit. Mais bon, alors en tout cas, revenons à l'affaire en question. Ouais. Oui, non, du coup, voilà. Après, on va essayer d'avancer parce que là, on commence à faire. J'ai pas envie d'être trop long, d'ennuyer les gens. On est là pour faire le boulot. Et voilà, mais donc, le fond du dossier, c'est le même dans le cas de Nordine. C'est le fameux article du Code de sécurité intérieure L435-1, issu de la loi Cazeneuve de 2017. Explique donc, on remercie l'EPS, qui est pris suite aux attentats de Nice du 14 juillet 2016. On a la loi qui est votée en 2017 et qui donc modifie et calque le modèle
vulgairement légitime défense des policiers sur celui des gendarmes. Et voilà, donc je crois qu'on a un extrait du Motion qui est, du coup, on va en voir un extrait, bon, peut-être qu'on va l'envoyer, je commenterai après. Si la loi doit C'est encadrer bien. la protection Des institutions et des personnes, depuis 2017, l'article L435-1 brouille ses repères et crée un flou juridique qui transforme certains policiers en juges sur le terrain. Un flou à rendre la justice aveugle. Save, Stop aux violences d'État présente. Avant 2017, la légitime défense obéissait à un cadre strict. 3 conditions devaient être réunies. Un danger immédiat, une attaque avérée et une riposte absolument nécessaire et proportionnée. C'était une protection pour les citoyens comme pour les forces de l'ordre. Un équilibre fragile, mais clair. Un cadre qui garantissait le droit et limitait l'arbitraire. Avec l'article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, ce cadre a été bouleversé. Une notion nouvelle a surgi, la menace potentielle. Derrière ces mots, le glissement du droit vers la... C'était voulu. C'était prévu. C'est bon? C'est bon. Donc voilà, donc là on a vu un extrait d'une série de Motion dont on a commencé la diffusion sur le site, sur la page Instagram de Save, donc @Stop aux violences d'État et @Vérité pour Souheil, qui est réalisé donc par une membre de Save qui s'appelle Carlotta Origoni et qu'on salue parce qu'elle fait vraiment un super taf. Oui, vraiment, c'est formidable. Il m'a l'air très bien fait. Et voilà, et donc là, Samir montre fièrement un t-shirt du projet 435-1 m'a tué, qui est donc un projet dont le Motion fait partie et qui vise à sensibiliser sur cet article de loi, ses conséquences. Et on est sur une loi qui est particulièrement particulière parce que ce qu'elle a fait, et de l'aveu même de la police, en l'occurrence de la Direction générale de la police nationale, qui a en fait constitué un assouplissement de la condition, alors là on va être un peu relou, de simultanéité par rapport au droit commun de la légitime défense. En gros, ce qu'il faut, c'est réunir les concomitamment les critères de nécessité, proportionnalité. Ce qu'on a vu en fait là dans le cadre du Motion, et en fait dans une instruction interne de la DGPN suite à la loi qui a ensuite été, l'instruction a été la note a été refaite plus tard, mais elle écrivait notamment qu'il n'est plus exigé que l'individu menace immédiatement et directement soi-même ou autrui pour tirer. Et donc voilà, c'est ça, un assouplissement de la condition pour tirer. Et on voit bien que cela ça ouvre la porte donne une latitude incroyable, parce qu'on n'exige pas que le risque soit immédiat. On voit ce que ça veut dire. Ça veut dire que, par exemple, si on est dans une ambiance où il y a, je sais pas, on prétend qu'il y a un malfaiteur qui est en liberté, ça constitue un risque. Mais il n'est pas immédiat, mais le risque est là, puisqu'on n'exige plus justement l'immédiateté de ce risque. C'est ça, et là donc je vais remettre... alors qu'auparavant, il fallait que ce soit concomitant. C'est ça, et je vais remettre ma casquette de juriste 2 minutes, mais donc on a un détournement par la pratique de cette loi qui est contraire, encore une fois, à la CEDH, d'où l'importance de la CEDH malgré tout. La Cour européenne des droits de l'homme dans l'ordre juridique et judiciaire français, qui précise dans l'arrêt Toubache contre France, donc encore une fois la France, en 2018, qui précise concernant le critère de concomitance, donc la réunion des 2 éléments au même moment. Au moment où le gendarme a réussi à ouvrir le feu, sa vie ou celle de ses collègues n'était plus menacée et le véhicule était déjà en fuite. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est pas open bar sur le fait de décharger son arme administrative. Et en fait, ça constitue tellement bien un permis de tuer qu'entre 2017 et 2022, on a eu 4 fois plus de personnes mortes de tirs de policiers que sur les 20 ans précédents. Mais de toute façon, le problème est simple. Déplaçons-nous dans d'autres pays d'Europe. Il n'y a pas ce genre de choses. Il y a quand même un problème. Alors, on va nous expliquer qu'en France, il y aurait plus de dangers, plus de risques qu'ailleurs. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Il n'y a aucune raison. La France, par malchance, verrait se concentrer sur elle tous les malfaiteurs de la terre. C'est pour ça que... Non, c'est absolument faux. En Angleterre, en Allemagne, même en Angleterre et en Allemagne, je veux dire des pays comparables, ou en Espagne,
dans tous ces pays-là, il y a de la délinquance importante, hein, et on n'a pas ce genre d'affaires. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi en France, c'est en France qu'il y a le plus grand nombre de tués par la police comme ça. Et pas que la police, hein, mais par la police particulièrement. Alors après, il y a le reste, beaucoup de policiers sont absous, mais c'est terrible cette histoire. Alors voilà, et qu'on ne vienne pas nous raconter, et je n'arrive pas à comprendre ces gens qui refusent de voir la réalité. C'est une honte absolue, c'est un déni de justice. Voilà, je veux dire, c'est... De la même manière que récemment, la France a été épinglée à nouveau par la Cour européenne des droits de l'homme sur la question du délit de faciès, sur les contrôles aux faciès. Et oui, condamné. Et également, il y avait eu quelques années, on se rappelle au moment du mouvement des Gilets jaunes, de nombreuses, de nombreux dérapages, de nombreux délits en fait commis par la police au moment des manifestations. Notamment, on pense à notre ami Jérôme Rodriguez qui a perdu un œil, et à la regrettée Zineb Redouane Laïd Ahmak qui a été tuée par la police, tout simplement. Et on voit, et non-lieu, encore une fois, et on voit quand même que, lorsque les gens comme nous parlent de violence d'État, de violence systémique, avec cette expression « la police tue », et sont qualifiés d'ennemis de la France, d'anti-France, etc. Non, j'ai envie de dire au contraire. Et je vais aller encore plus loin. Moi, j'ai la conviction que ce qu'on a appelé les révoltes populaires suite à la mort de Naël, moi, ce que j'appelle les émeutes, parce qu'à un moment donné, voilà, il y a un côté spontané, un côté d'impulsion, un côté de réponse, de réaction. Donc moi, le mot d'émeute ne me fait pas peur. Et ben, j'ai la conviction que cette réaction populaire des jeunes dans les quartiers en France a été salutaire d'une certaine manière pour le mouvement, parce que je trouve qu'elle a quand même envoyé un message à la police là, de dire là non, on laissera plus faire. S'il n'y avait pas si vous continuez cette violence aveugle, il y aura des réponses. Et je pense qu'il y a eu aussi une réponse politique, notamment on l'a vu à travers le soutien pour Souil d'un certain nombre de partis, notamment la France Insoumise, mais pas que, qui justement prennent vraiment cette question à bras le corps. C'est ça, et après, juste pour continuer, oui, sur ça, encore une fois, des chiffres. Depuis 2017, c'est une hausse de 35% des tirs par an. Et pour donner des faits, entre 2002 et 2017, c'était à parité entre le nombre de personnes tuées dans un véhicule entre policiers et gendarmes. Par exemple, sur 17 personnes entre 2002 et 2017, c'était du 50-50. Et sur les 33 morts entre 2022 et 2017, 28 l'ont été par les policiers, ce qui constitue en fait une hausse de 70%. Donc en fait, on voit vraiment qu'il y a eu un effet mécanique de cette loi. Et en effet, je vais te rejoindre sur les émeutes. Et je pense qu'en fait, c'est tout le sens de cette intervention et de ce que doit nous apprendre le dossier de Souheil dans son avancement aujourd'hui. C'est qu'en fait, c'est les mobilisations sociales spontanées, déterminées, qui permettent d'avancer. Parce que, par exemple, on va prendre le cas de Naël en 2023. Et d'ailleurs, c'était les 2 ans. C'est ça. Il y a eu un rassemblement vendredi. Et vraiment, on veut exprimer tout notre soutien à la famille de Naël. Moi, j'apporte un soutien très amical, fraternel, vraiment avec le cœur, à Maïsan. Et j'appelle tout le monde à la raison. Que la mort de Naël, elle appartient avant tout à sa famille, d'accord? C'est à elle d'être, voilà, elle le vit quotidiennement. Et après, j'ai envie de dire, toute la famille antiraciste, toutes les personnes qui luttent sincèrement pour, la victoire des idées antiracistes et pour qu'il n'y ait plus de Naël, justement. Voilà, il faut que toutes ces personnes-là, elles aient vraiment chevillé au corps une certaine, éthique. Une certaine éthique. Et donc, vraiment, j'en appelle à la responsabilité et grosse pensée pour la famille de Naël et notamment à Maïsan. Excuse-moi, je voulais faire cette... Maintien de son salaire, mutation au poste souhaité, paiement de milliers d'euros, la fameuse cagnotte.
Voilà. Et il est au Pays Basque. En plus, super. Bien sûr, mais bon, après, c'est des... incroyable. Non, mais c'est incroyable. Après, c'est des questions en interne sur l'appel que tu as fait, interne, je pense, au milieu militant. Mais tu as eu raison de citer Maïsan. On va aussi citer Mounia, la mère, évidemment, à qui on apporte tout notre soutien. Et voilà, puis à bout d'un moment, il faut aussi qu'il y ait une, je pense, grosse remise en question à l'intérieur du militantisme. Particulièrement, c'est les violences policières. Et qu'en fait, au bout d'un moment, il faut mettre les égos de côté. Et c'est une question de vérité, de dignité pour les familles, en fait. Et donc, c'est pas des tremplins politiques, tout ça. Mais et de ce point de vue-là, le travail que fait Samia, notamment, et Amal, et plein d'autres familles, voilà, tu parlais de la famille Garand, plein d'autres familles, pardon. Bico, voilà, je sais que et beaucoup d'autres. Beaucoup de familles, qui mettent vraiment, qui sont dans la famille Chouvia, et beaucoup de familles qui mettent au centre, je veux dire, la résolution, c'est-à-dire le fait que ces crimes policiers ne puissent plus avoir lieu, la résolution, c'est-à-dire l'abolition de ce texte. Et puis ce jeune qui a été tué dans le Nord, là, qui a été tué par quelqu'un qu'il connaissait, son voisin, je crois. Oui, là, on est sur autre chose. Oui, non, mais je veux dire, on a vraiment, c'est effroyable. Non, on est sur le cas plus global de l'islamophobie et puis, en France. et l'islamophobie, bien sûr, parce que ça. Et puis, on a aussi, malheureusement, toutes ces familles qui ont laissé tomber. Et moi, j'ai le souvenir, je connais plusieurs cas que l'on suivait il y a quelques années, il y a 5 ans, il y a 10 ans, et dont on n'entend plus parler. Les familles ont craqué. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et on ne peut pas leur en vouloir. Mais bien sûr que non. Là, mais bien sûr que non. On est sur un cas c'est ça qui est terrible. C'est terrible. Elles ont été obligées de... Dans le cadre de la famille Al-Khalfaoui, j'ai envie de dire, ils sont vraiment mal tombés sur la personne à qui faire toutes ces entourloups, parce que c'est des gens qui iront jusqu'au bout. Vous voyez quelqu'un qui parlait du cambriolage qui a eu lieu chez le père de... hier, Issam, donc le père de Souhail, s'est vu cambrioler son domicile. Bien infructueux ce cambriolage, étant donné que la porte a été enfoncée, que rien n'a été embarqué de tous les objets de valeur en évidence, matériel, hi-fi, ordinateur, tout ça. Donc en effet, ouais, c'est particulier, en tout cas la temporalité interroge. Et je voulais revenir du coup sur le cas de Naël. Ce qui est particulier avec Naël, c'est qu'en 2023, Naël, c'est le 3e mort pour refus d'obtempérer. Suite aux émeutes, il n'y en a plus un seul. Donc en fait, ça montre que la lutte sociale populaire permet d'avoir des résultats sur le terrain. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment un sujet dont on doit tous s'emparer et on doit avoir des revendications fortes, parce qu'en fait, c'est la jeunesse des quartiers qui meurt réellement sous ces balles-là. Et donc voilà, le projet 435-1, c'est donc un projet de sensibilisation, notamment par l'art, afin d'obtenir l'abrogation de cette loi. Avant de passer à Save, je te demande juste un instant, on va rendre hommage à tous les décédés de l'article 435-1. Donc je vais citer leurs noms. Rayana, Louis, Nicolas, Baptiste, Michael, Brahim, Romain, Aboubakar, Guy, Olivio, Mehdi, Souhail, Nathalie, Amine, Zied, Rian, Adam, Medine, Omar, Boubacar et son frère Fadjigui, Jean-Paul, Al-Hussein, Sullivan, et on rend évidemment hommage à toutes les victimes qui ont préféré rester anonymes. Mais voilà, ce combat c'est pour eux, et puis voilà, on compte le mener à bout. Non, ça fait mal, parce que un peu, tu vois, comme dans tous les combats politiques qu'on peut mener, il y a une forme d'impuissance. Mais comme tu l'as dit, voilà, il faut avoir conscience quand même de cette force qui est la jeunesse, la force populaire et la détermination des familles et de beaucoup de militants. Et on l'a vu à travers quand même les victoires. Même si on aurait voulu des peines plus lourdes, mais les victoires judiciaires, qui sont des victoires politiques. Tu as raison de le dire, qui sont des victoires politiques. Tout le travail, justement, qu'on a d'information, d'éducation. Là, tu vas parler de SAFE, donc qui veut dire Stop aux violences d'État. C'est le mouvement qu'a lancé notamment Samia Al-Khalfaoui, la tante de Souhail. Mais... Voilà, mais encore une fois, et une dernière fois, après je me tais sur le sujet, l'unité.
Parce que, je veux dire, je sais pas comment le dire, mais il n'y a que ça qui marche, quoi. J'ai envie de dire, il n'y a que ça qui marche, en fait. Vas-y, frérot. Et voilà, donc pour parler de Save rapidement, donc là, on a passé un bon moment sur le projet 435-1 m'a tué, avec le beau t-shirt ici présent. Mais il faut savoir que Save, pour faire honneur à son nom, intervient sur énormément de luttes et dans un réel projet, comment dire, éducatif, en tout cas d'information. Ils ont un projet à long terme. Ils ont notamment organisé une table ronde autour de la question de la santé mentale. On a participé à l'organisation de la marche contre l'islamophobie du 11 mai en hommage à Boubacar Sissé. Et voilà, donc c'est... Il y a ce projet artistique, là, tu as parlé... 435-1, on va pas trop en dire. Mais d'accord, on ne peut pas rentrer dans le détail. On va pas rentrer dans le détail. Parce que moi, je suis le spécialiste des gaffes, tu sais. Ouais, je sais. J'aurais dû te briefer avant. Bah ouais, brief avant, les gars. Toi, tu dis rien aussi. Mais avec les fameuses photos. Les fameuses photos et la fameuse vidéo. Voilà, ouais. Argument de pression. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Mais voilà. On sortira les dossiers en temps. Voilà, en temps voulu. Je voudrais pas ruiner ta carrière. Elle a jamais commencé ma carrière, je te dis franchement. Mais en tout cas, on a besoin de bénévoles. Venez nombreux, contactez-nous sur les réseaux sociaux, partagez les contenus, c'est important. Et voilà, venez nombreux. Et parce que les questions de violence policière, c'est comment dire, une question fondamentale qui charrie énormément de choses. La confrontation des voix entre la voix de la population et la voix de la police. Par exemple, là, on l'a vu dans le cas de Naël. On l'a vu dans le cas de Souel, etc. On est sur diverses versions avec des policiers qui mentent éhontément jusqu'à ce qu'on ait preuve du contraire, exemplairement dans le cas de Naël. Dans un cas, comment dire, qui m'est particulièrement cher, dans le cas de Selom et Matisse à Lille. Et en fait, dans plein d'affaires, voilà, Zied et Bouna, tout ça. Donc voilà, c'est un travail de fond. C'est un travail, comment dire, prenant, mais qui est un véritable plaisir parce que on travaille avec des gens avec qui on aboutit à des beaux projets. Il y a beaucoup d'humains. Voilà. Puis cet objectif. Moi, j'ai envie de dire, nous, on s'appelle Parole d'honneur. Et là, je crois que là, on est vraiment au cœur de paroles avec un S d'honneur qui nous font honneur, qui font honneur à notre camp politique. Moi, je te le dis vraiment en te regardant dans les yeux, voilà, des personnes comme toi, comme les refs, Yanis, tout ça, comme Amal, comme Samia, extraordinaire, vous nous faites honneur. Parce que je considère qu'on constitue un camp politique et que mettre autant d'énergie, autant de temps, avec autant de sincérité, quand on est un peu plus ancien comme nous, ça redonne de l'énergie. De se dire qu'il y a des mecs et des filles, tu vois, là, vous incarnez tous les deux, Chloé et toi, qui sont là et qui vont continuer, quand nous, on sera partis, qui seront là et qui auront créé d'autres générations. On ne lâche pas, les gars. Parce qu'en fait, là, il faut le dire aussi à toutes les formations politiques prétendument de gauche, ou en tout cas qui souhaitent représenter ce camp, c'est qu'il faut abroger le L435-1, les gars. Il faut l'abroger, c'est-à-dire que tout le monde doit se battre là où il est pour le faire abroger. Youssef. Oui, bien sûr. Absolument. Et moi, d'une façon générale, alors de façon ingénue, je dis le désarmement de la police. Parce que rien ne prouve qu'une police moins armée, comment ça entraînerait moins de sécurité. C'est absolument faux. On a des pays où la police n'est pas armée. C'est ça. Très très peu. Et pour une fois, pour revenir justement sur... Désarmons la police, c'est aussi un objectif, n'oublions pas. Et pensons au-delà de la police également. C'est pour ça que je renvoie à l'excellent bouquin de Paul Rocher. Et pour revoir aussi sur le cas de Naël, il y a encore eu d'autres exemples empiriques aux États-Unis où ce qu'on a observé, c'est que dans les villes qui avaient connu des forts mouvements suite à Black Lives Matter, il y avait une baisse du nombre d'homicides policiers suivants. Et voilà. Et aussi, au-delà, tu vois, on parlait de Nordine tout à l'heure, au-delà des morts, en fait, il y a la question des tirs aussi. Et du nombre de blessés, parce que Nordine, il est meurtri à vue, handicapé. Bien sûr. Et c'est pour ça que... et les personnes poursuivies et les personnes mortes. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a une citation de Paul Rocher que j'aime bien, que je vais dire à l'antenne, et puis je pense que je conclurai sur ça, qui dit que l'acte extrême apparaît comme tel parce qu'il est médiatisé
non pas parce qu'il est exceptionnel. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a énormément d'affaires au quotidien. Par exemple, Souheil, la majorité des gens n'en avaient pas entendu parler jusqu'à ce que le scandale éclate au grand jour. Mais en fait, c'est une question quotidienne. L'information sur la police, ce que c'est que les contrôles d'identité, tout ça, c'est le quotidien d'énormément de personnes. Et en fait, c'est un sujet qui nous concerne tous parce que... on l'a vu avec les gilets jaunes, c'est-à-dire que même les blancs ne sont pas immunisés face aux dérives d'un État autoritaire et qui vire de plus en plus vers le fascisme. Donc c'est un appel de conscience de tous et de vraiment penser au-delà de la police et de penser le maintien de l'ordre de manière réellement populaire. Alors, non seulement le maintien de l'ordre, mais il faudrait qu'un jour on fasse une émission vraiment sur ce qu'on appelle la délinquance, l'insécurité, etc. Parce qu'on n'en parle jamais, c'est vrai que c'est un angle mort, mais il y a des choses extraordinaires qui ont été faites. Et je pense à l'Équateur, l'Équateur qui était un pays avec un taux de délinquance très élevé, comparable à la Colombie, hein, qui était... Et on a vu il y a environ une quinzaine d'années, j'ai oublié le nom de ce président équatorien qui a été exceptionnel, qui maintenant malheureusement est poursuivi. Portella, non, en Équateur, hein, en Équateur, pas en Bolivie. Portella, comment s'appelle-t-il? Portea, ça va. Correa. Voilà, bravo. Tu as gagné un abonnement à PDH. Et tu as gagné un magazine. tu as gagné. Tu as gagné un magazine, toi. Bon, et tu es invité aux universités d'été. Voilà, tu es invité à venir filmer aux universités d'été. Bon, arrêtons de plaisanter bêtement. Mais avec Correa, non mais je suis sérieux. D'ailleurs, j'ai un excellent ami qui est un grand spécialiste de l'Amérique latine qu'on pourra éventuellement recevoir et qui m'avait bien expliqué un travail énorme qui avait été fait par Correa, justement. Hein, c'était terrible, l'Équateur. C'était vraiment comme... et il a fait baisser la délinquance de plus de 50 à 60%. Avec des mesures politiques. Avec des mesures politiques, pas avec plus de policiers. Mais de toute façon, la première des mesures, tu vois, elle est pas dans ce climat politique où on nous parle constamment d'austérité, machin, le sous-effectif, le manque de moyens, de formation de la police, etc. En réalité, c'est le budget qui augmente le plus vite, deux fois plus vite que le budget de l'éducation. C'est un trou. En tout cas, c'est un baril sans fond. C'est ça. Et la police n'empêche pas le crime. Voilà. On regarde les statistiques, même les enquêtes de victimation, tout ce que vous voulez. La société française est beaucoup moins violente que par le passé. Et pourtant, on a de plus en plus de morts de la part des policiers. Donc voilà, il va falloir... En tout cas, Louis, on te remercie. Est-ce que tu as dit tout ce que tu voulais dire? Parce que moi, j'aime bien quand il y a un... Voilà, en tout cas, tu as dit beaucoup de choses. Je suis sûr que... alors, là... juste pour terminer, excuse-moi... attends, je finis ma phrase et après je te laisse parler. Non, mais que Louis termine. Ouais, mais ouais. C'est la première fois, il interrompt un gars pour... Non, franchement... non, mais vraiment, te remercier. Je sais que là où elle est, Samia, t'observe et je suis sûr qu'elle est très, très fière de toi. Mais voilà, est-ce que tu avais envie de dire un mot de la fin ou est-ce que Non, c'était fait écoute, un grand merci à vous pour l'invitation. Félicitations pour les nouveaux locaux. Et puis voilà. Sartec la coupe. Sartec la coupe. Non, mais... non, mais Louis, je voulais que tu le dises. Donc actuellement, parce que finalement... tu peux animer si tu veux. Mais j'ai bien attention, tu peux te barrer, s'il te plaît. Il a animé une émission de 3 heures il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai rien dit alors. Au final, là où on en est, donc on attend quoi juste Alors là où on en est, et peut-être qu'en effet je vais conclure ça qui est une note légèrement moins gaie, mais comment dire, ce qu'on demande du point de vue de la famille, c'est le maintien de l'enquête de l'IGJ, c'est-à-dire que le recouvrement des scellés, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une victoire, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est la preuve qu'il y a eu des manœuvres dilatoires pendant un an, que l'instruction a été retardée. Je traduis en même temps. Exactement. Et qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une des premières demandes de la famille depuis le début, c'est qu'il y ait eu une reconstitution en live. C'est-à-dire qu'on ramène les témoins, on les ramène, ils parlent, ils disent ce qu'ils ont IRL, fait, quoi, avec des vraies personnes. Et le problème, c'est que plus le temps passe, parce que maintenant les faits remontent quand même bientôt à il y a 4 ans. Une mémoire, c'est pas absolu, ça se perd. Et donc en fait, c'est du temps qui est gagné et certainement pas
en faveur de la vérité. Donc voilà, nous ce qu'on exige, c'est de procéder à une reconstitution, une enquête interne pour savoir qu'on puisse établir les responsabilités de tous les manquements dans la procédure. Et voilà, suivez Save. Sur les réseaux. Hein. Sur les réseaux. Joignez-vous au projet. Et puis voilà, et puis c'était mon honneur de représenter cet assaut qui est encore une fois mené par des personnes d'un grand courage, avec un grand cœur et vraiment admirable.